Et elle se préparait en particulier du fait qu'il y a eu, il y a à peu près une trentaine d'années, une libéralisation très grande de l'économie, et tout ça est basé quand même sur des théories et des théoriciens de l'économie, et entre autres l'école de Chicago, qui préconisait que le marché doit être libre, qu'il se régule de lui-même. Qu'il se régule de lui-même, ça veut dire, et il utilisait le mot, qu'il y a une main invisible qui s'occupe de cette régulation. D'où encore l'histoire de croyance en cette main invisible, n'est-ce pas? Comme si le dollar américain porte toujours les mots "in God we trust", c'est bien qu'il y a une croyance, qu'il y a une garantie quelque part de la monnaie, une garantie qui nous dépasse, ou une main invisible, ou qu'on appelle la main invisible, ou Dieu. L'économie de marché telle que nous la connaissons actuellement consiste à réduire au maximum ce temps entre le donner et le rendre, ou le récupérer, ce qu'on reçoit. Par exemple, le trader peut même miser sur de l'argent qu'il n'a pas, parce que ce qu'on va lui rendre immédiatement sera, il l'espère-t-il, plus important que ce qu'il aurait à dépenser. Donc, au fond, on n'a fait que réduire au maximum le temps entre le don et le rendu, entre le prêté, si vous voulez, et le rendu. Et puis, là, c'est une longue histoire, parce qu'on passe par le Moyen-Âge, l'époque où on construisait les cathédrales. Il n'y avait pas à cette époque d'intérêt. L'intérêt, par exemple, de l'argent était une chose absolument condamnée. Puisque tout ce qu'on pouvait attendre, c'est dans l'autre monde d'être le rendu venant de Dieu, pour ce qui avait été, pour le travail qui avait été fait. Ça consiste non pas à nier qu'une chose existe, mais à reconnaître, mais en faisant comme si. Comme si ça n'existait pas. La première chose, c'est pour l'enfant, par exemple, de penser qu'il n'y a pas de différence sexuelle entre son père et sa mère, par exemple. Et donc, la fétichisation consiste vient et le produit d'un mécanisme psychique qui s'appelle que Freud a appelé en allemand la Verleumdung, c'est-à-dire, on a traduit de plusieurs façons en français par des aveux, des mentis, etc. Mais c'est ce que je vous dis, ça consiste à la fois à reconnaître, par exemple, le petit garçon peut reconnaître que sa mère n'a pas de pénis, mais va investir un objet substitutif qui fait que tout se passe pour lui comme si elle avait quelque chose à la place. Donc, la fétichisation du langage se produit de la même façon, en mettant toujours quelque chose à la place de ce qui manque. Le capitalisme, la consommation en général, est basée là-dessus finalement, c'est-à-dire de mettre à la place du besoin, disons, d'être, de l'avoir, qui va être substitutif, un objet substitutif à ce qui serait l'objet du désir, qui lui est infini. Moi, je pense que tout cela commence, n'est qu'une projection
dans le social et le monde en général de ce que nous vivons depuis la première enfance, c'est-à-dire, on dit la mère donne le sein, elle prête le sein, mais elle attend nécessairement quelque chose en retour, de l'affection, de la reconnaissance, et tout se passe déjà, au fond, il y a dès le départ de la vie du transfert de fonds. L'économie ultra-libérale dans laquelle nous vivons fonctionne énormément sur cette question de dette. Je pense, puisque vous dites, effectivement, les États ont acquis des dettes considérables qui ne peuvent être payées que par les concitoyens, et donc que nous vivons dans une économie de dette, de sacrifice, et que c'est une économie aussi de cruauté. Parce que, comme le disait Solon dans la démocratie grecque, une économie de dette est antidémocratique. Puisque on sait très bien que il faudra que, comme on a vu par exemple dans les deux gouvernements français qui ont connu cette crise, nous avons été obligés de rembourser des banques qui faisaient faillite, et que donc nous sommes ceux qui devons rembourser cette dette. Et qu'on a aussi, il y a aussi les chiffres qui disent que cette crise profite quand même à un certain pourcentage de la population mondiale, peut-être 1 ou 2 ou 3%, mais qu'elle ne fait qu'accroître la richesse des riches et la pauvreté des pauvres. Il y a donc 1 milliard de gens qui vivent dans le monde sur 6 au-dessous du seuil de la pauvreté, alors qu'il y a de quoi faire vivre tout le monde. Et c'est justement ce milliard que certains économistes, par exemple celui dont on parle, Pierre-Noël Giraud, qui doit écrire son prochain livre, c'est sur l'homme inutile. Il y a 1 milliard d'hommes inutiles, entre guillemets, du moins pour le capitaliste, qui ne produisent pas suffisamment et ne dépensent pas suffisamment. Ils sont pour le capitalisme inutiles. La défense contre le corps étranger, au fond, s'exerce sans que le corps étranger soit là, ce qui fait qu'il s'exerce contre lui-même et détruit sa propre immunité. Et je crois qu'en effet, depuis 30 ans, le capitalisme détruit lui-même sa propre immunité. Et ça, c'est peut-être aussi une des raisons d'espérer. Car la maladie auto-immune engendrée par tous les systèmes qui tendent à être hégémoniques. C'est-à-dire pour qui il n'y a plus d'autre. Tant qu'il y a de l'autre dont on tient compte, il y a des rapports de force qui s'exercent, qui peuvent se neutraliser, et ça donne une situation tout à fait différente de celle où un empire, par exemple, croit qu'il n'a plus à se préserver de quoi que ce soit. En fait, il se détruit toujours de lui-même. Le capitaliste amplifie à l'extrême ce fait de ne pas tenir compte, par exemple, pour les plus riches, de la condition des plus pauvres. Il y a eu même des économistes qui ont dit que ce serait à l'avantage des riches de tenir compte davantage des pauvres. Et même, on a vu aux États-Unis des grandes fortunes proposer au gouvernement de donner l'argent qu'on ne lui demandait pas,
peut-être par culpabilité, mais je crois aussi fondamentalement pour qu'un certain régime soit maintenu qui n'accentue pas cette disparité, car cette disparité est aussi très mauvaise pour l'ensemble du système lui-même. Il y a de la rébellion plus ou moins importante, par exemple en Grèce, les gens se rebellent, en Espagne, en France aussi d'une certaine façon. Je crois que mais on a l'impression qu'il faut arriver à des degrés de souffrance encore plus terribles et plus pour supporter autant de cruauté pour qu'il y ait une vraie rébellion. On ne sait jamais ce qui peut se produire et que dans le monde en général, on est toujours face à de nouveaux événements qu'on n'avait jamais anticipés ou qu'on avait mal anticipés, mal prévus, dont on s'était mal prémuni. Ou alors, là, c'est toute une autre question, celle que je développe de la question de la maladie auto-immune. Oui. C'est la culture qui est le plus grand, le meilleur remède, aussi certainement des contre-pouvoirs au pouvoir en place. Mais ce que je voulais dire aussi, qui vient s'ajouter à ce que je disais tout à l'heure pour ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années, c'est que le capitalisme lui-même, représenté comme il peut l'être en Occident en particulier, avait comme ennemi le communisme, contre lequel il se défendait avec acharnement, par exemple, jusqu'à combattre en Amérique latine, que ce soit directement ou indirectement, le capitalisme combattait ce qu'il considérait comme son ennemi. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de possibilité de parti vraiment communiste aux États-Unis. Il y a eu le macartisme, etc. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, le système se défendait, on peut l'approuver ou le désapprouver, mais se défendait de façon immunitaire contre tout ce qui lui paraissait étranger.